Bonjour à tous, bonjour à toutes les soignants libérés, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous raconter une histoire que j'ai encore jamais racontée, me semble-t-il, qui est probablement une des pires expériences que j'ai vécues en médecine et qui est finalement probablement relativement banale. Et vous allez le voir, c'est une histoire qui a glacé le sang, qui pour autant a été un des points les plus importants dans ma transformation, mon changement de direction et qui me permet d'être épanoui comme je suis aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour finalement l'histoire que je vais vous raconter, bien qu'elle soit absolument horrible. Je vous laisse vous installer et écouter cette histoire que je vais vous raconter parce que, numéro 1, peut-être que vous avez déjà vécu une situation similaire. Et numéro 2, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé derrière comme cheminement de réflexion pour pouvoir aller créer quelque chose de positif. Alors, ça s'est passé il y a 8 ans. J'étais en 4e année de médecine et je fais mon 2e stage de l'année. Je vous rappelle, si les études sont un petit peu loin pour vous, qu'à partir de la 4e année, on commence à être externe et donc on fait ses premiers stages d'externat à l'hôpital. Mon premier stage s'est très bien passé et mon 2e stage se faisait aux urgences. On doit tous passer aux urgences à un moment donné et je vais dans un service d'urgence à Saint-Lô, pour ceux qui connaissent. Je fais mes premières semaines, tout se passe plutôt correctement. Je me rends compte de l'état de santé d'un service d'urgence, c'est-à-dire pas du tout assez de soignants. Et là, franchement, je ne tire sur personne, hein, juste les pauvres médecins font ce qu'ils peuvent. Le fait est qu'il n'y a pas du tout assez de staff pour prendre en charge tous ces patients qui s'accumulent dans la salle d'attente. Et un beau matin, il y a tellement de monde, tous mes chefs sont un peu à droite à gauche, essayent de faire survivre le système complet et donnent comme indication aux externes, écoutez bien, c'est probablement des phrases que vous avez déjà entendues, vous me videz les chambres des urgences, un Doliprane et on les renvoie chez eux. Je ne peux pas mieux vous citer ce qui s'est passé, venant du directeur, du chef de service, pardon. Donnez-leur un Doliprane et ramenez-les chez eux. Bon, tout le monde n'a pas besoin d'un Doliprane quand il va. Alors, je suis d'accord qu'aux urgences, la moitié du temps, les gens viennent pour pas grand-chose, mais quand même une partie du temps, ils viennent pour des choses qui sont importantes. Et quand je dis on, nous, les externes de première année d'externat, on est amené à prendre en charge des patients de A à Z avec, je vais mettre un quasi zéro regard par un plus âgé que nous, même pas par un interne. Okay, ce qui est absolument pas normal, on est bien d'accord. Et il se trouve que je tombe sur un patient adorable de 94 ans qui arrive pour des douleurs lombaires. Okay, et qui m'explique que dans l'examen clinique au départ, dans les questions que je lui pose, il a voulu se peser ce matin et en se baissant pour attraper sa balance, son pèse-personne, et en se relevant pour la déplacer, tout d'un coup, le bas de son dos l'a bloqué et ça lui a fait mal. Et donc, c'est pour ça qu'il vient, parce qu'il a très mal au bas du dos. Il faut bien comprendre que moi, je suis en 4e année, je me débrouille bien en médecine, mais on n'est pas capable en 4e année, personne, de prendre en charge un patient de A à Z, surtout quand il se passe des cas un petit peu en dehors des clous. C'est ce qui va se passer ici. Vous allez voir que ça va partir très très vite en biberine, comme ils disent dans le sud de la France, depuis que j'ai déménagé ici. C'est-à-dire que moi, je pense à l'époque que ça ressemble un peu à une douleur de hernie discale et que peut-être il a déclenché une petite hernie discale. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu n'importe quoi, mais peu importe. Donc, je lui fais les examens, radio, etc., pour essayer de voir quelque chose. Et une radio du dos d'un homme de 94 ans, ça ressemble de toute façon plus à des dominos qu'autre chose, ou à des Mikado qu'autre chose. Donc évidemment, je vois rien, la colonne est abîmée, quoi, comme quelqu'un qui a vécu 94 ans sur cette planète. Et je lui donne des antidouleurs de niveau 1, de niveau 2, j'augmente les antidouleurs et au plus les heures passent, au plus je vois que l'état général de mon patient se dégrade, qu'il commence à crier, je l'entends depuis le couloir, tellement les douleurs sont importantes. Et on m'a dit, bon Charles, est-ce que tu peux soulager ce patient, s'il te plaît, là et je dis, mais je me rends bien compte que là, c'est en dehors de mes moyens, de mes capacités, j'ai besoin d'aide. Ce à quoi on m'a répondu à plusieurs reprises, on n'a pas le temps, tu me le soulages et tu le renvoies chez lui. Et je suis allé voir 2 ou 3 de mes supérieurs pour leur demander respectivement. Je suis pas là pour jeter la pierre, c'est pour ça que je vais pas donner de nom, de machin, je m'en fous complètement. Ils étaient complètement overbookés, je pense qu'il y a eu un petit problème de jugement de leur côté à ce moment-là, vous allez le voir par la suite. Et les heures passent, le monsieur est de plus en plus douloureux, je monte les antidouleurs, je me vois même prescrire des antidouleurs que je suis même pas censé être capable de prescrire. C'était absolument ridicule. Et pour autant, l'état du patient se dégrade.
Jusqu'à ce que un interne entende les bruits dans le couloir de ce monsieur qui est en souffrance terrible et me dise « Mais Charles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider ?» Donc, il regarde les examens que j'ai faits, etc. Et il se rend compte que lui non plus ne comprend pas le problème que rencontre ce monsieur. Et lui, avec son pouvoir d'interne, un peu plus de carrure que moi, va voir les chefs en leur disant « Là, on a besoin d'aide, donc il n'y a pas de « je peux pas, vous venez maintenant parce que le patient va très très mal ». Évidemment, de par quand c'est un interne qui dit ça à un chef, le chef écoute, quand c'est un externe, il écoute un petit peu moins. Le chef vient et je me souviendrai toute ma vie de cette image. Un de mes chefs qui est dans le couloir, prend un échographe, se balade dans le couloir avec et dit « On va lui faire une échographie, avez-vous pensé à la rupture de l'aorte abdo ?» Non, on n'a absolument pas pensé à ça. Si on avait pensé à ça, on serait venu te voir beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, rupture, déchirement, peu importe. Et on se rend compte en arrivant dans la chambre et en lui faisant l'échographie qu'il y a je ne sais plus combien quasiment de litres de sang dans son abdomen et que le monsieur était tout pâle, ne bougeait quasiment plus, était à quelques minutes malheureusement de la fin de sa vie. Et qu'en fait, il avait rompu son aorte et que depuis ce matin, il avait rompu son aorte en fait comme une aorte un peu calcifiée de quelqu'un qui se penche et qui remonte, et ça arrive. Il avait un terrain probablement. Et le monsieur, on se rend compte à ce moment-là, bon, moi je me fais découper, atomiser. Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire qui peut exactement être le reflet de ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Mon chef de clinique m'a expliqué à quel point j'étais mauvais, que c'était inadmissible que je ne sois pas venu le chercher. Moi j'étais pâle comme tout, et donc il m'explique en sortant de la chambre calmement que bon, ce patient va mourir et que je l'ai mal pris en charge et que c'est honteux et que j'aurais dû venir les voir. Ceux qui sont médecins parmi vous, vous savez très bien que ce patient n'aurait pas pu le prendre en charge, probablement, n'aurait pas pu l'opérer, probablement. Des anesthésistes m'ont parlé de ça un peu après l'événement, mais il n'empêche que ça a été un des événements les plus traumatisants que j'ai vécu de ma vie, non seulement mal prendre en charge quelqu'un et se faire en plus afficher comme c'est toi qui as plus ou moins fait en sorte que ce patient décède, etc. Et ça m'a complètement bousillé psychologiquement à une époque où j'étais déjà en train de me poser des questions. Est-ce que la médecine est faite pour moi? Et je vous passe un peu les détails parce que l'idée de ce contenu n'est pas forcément d'aller faire pleurer sous les chaumières, parce que je sais que c'est arrivé à plein d'entre nous. Plein. Des histoires similaires, pas forcément la même, des histoires similaires de problèmes de prise en charge parce que vous avez été forcé de prendre en charge trop tôt. Et je parlais hier soir, j'étais en coaching avec les membres de notre accompagnement qu'on aide, puisque nous on n'aide que des soignants à lancer des business en ligne, et qui me disaient ce qui est terrible, c'est que j'aime tellement mon métier. Je déteste juste l'environnement dans lequel je suis obligé d'exercer mon métier. Et il y a beaucoup ça dans le milieu médical, paramédical. C'est ce que vous faites, vous l'avez fait pour une bonne raison au départ, et vous aimez ce que vous avez appris, vous aimez aider les gens. Simplement, le système dans lequel vous évoluez vous correspond peut-être pas autant que vous l'aviez imaginé, et c'est ce qui fait qu'un métier si beau est en train d'avoir une image qui se dégrade un petit peu et d'avoir de moins en moins de soignants, déjà qu'on en manque un petit peu. Et je crois que c'est pas un problème de à quel point ce métier est chouette et génial. Il est génial, c'est dans quel environnement on est en train d'évoluer quand on est soignant de manière générale. Et ce soir-là, je rentre chez moi, je suis en pleurs. J'étais dans une coloc avec Ava, on était déjà en couple depuis pas mal d'années à l'époque, puis 2 autres collègues en médecine. Et je leur explique l'histoire et je leur dis, je crois que je ne reviendrai pas demain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas capable d'appréhender ce niveau de pression, ce niveau de responsabilité, donc j'arrête. Et là où c'est apparu à l'époque comme un peu soudain, parce que arrêter du jour au lendemain, c'est soudain, on ne peut pas le dire autrement, je sais pas comment le formuler pour pas que ce soit mal pris, mais j'ai tellement de gratitude pour ce qui s'est passé quelque part ce jour-là, parce que, vous le savez, si vous êtes soignant, il y a plein de gens qui attendent d'avoir un cancer pour se mettre à faire attention à leur santé, à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils mangent, à leur sommeil, à la quantité de sport, à marcher 10 000 pas par jour, à tout ce que vous voulez. Et parfois, on a besoin d'un élément un peu choc pour changer. On a besoin d'être au pied du mur pour entamer un changement. Et je me rends compte que j'ai pas été plus fort qu'un autre. J'ai été mis face à un mur relativement tôt.
et je me le suis frappé de plein fouet, je me le suis pris de plein fouet. Et grâce à ce jour, à cette situation, à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, j'ai trouvé la force de arrêter d'évoluer dans un écosystème dans lequel je me sentais pas bien, pas à ma place, pas épanoui, pas heureux. Et la force d'aller démarrer autre chose, d'aller créer quelque chose de nouveau. Et ce soir-là, j'ai dit à Ava, à partir de demain, je ne reviens pas. Donc le lendemain, je suis allé voir le même maître de stage en lui rendant ma blouse et en lui disant, écoute, c'est très simple, je viens juste te la rendre et te dire que je ne viens pas aujourd'hui et que je ne viendrai plus jamais. Okay, peut-être que je vous réserve le détail de cette histoire pour un petit peu plus tard. C'est le jour où j'ai annoncé à ce gars que j'allais faire le meilleur pâtissier, j'allais gagner l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission de pâtisserie sur M6, j'allais m'inscrire, être sélectionné, gagner l'émission et vivre de la formation en ligne de pâtisserie. Si c'est une histoire qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ceux qui me regardent sur YouTube, parce que ça a été un des plus gros tournants de ma vie et le fait est que ça s'est passé exactement comme je l'avais projeté à l'époque. Peut-être qu'il y aurait un sujet là-dessus sur la projection, l'imaginaire, etc. Et je lui rends ma blouse et j'ai eu toute la nuit pour réfléchir entre le moment où ça s'est passé et le moment où j'ai rendu ma blouse le lendemain matin. Et je n'ai passé que ma nuit à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne suis pas en médecine. Sauf que il était devenu tellement intolérable pour moi de rester dans cette situation-là que j'ai trouvé l'énergie d'aller trouver des solutions. Et c'est là que pendant la nuit, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien la pâtisserie. Il existe une émission de télévision qui s'appelle Le Meilleur Pâtissier. Si j'arrivais à m'y inscrire et à être sélectionné, j'aurais un peu de notoriété. Je pourrais peut-être lancer une chaîne YouTube en pâtisserie et puis peut-être derrière vendre des petites formations de pâtisserie. Ça m'est arrivé dans la nuit. Pas parce que je suis un génie, parce que je sais pas quoi. Parce que je n'avais plus le choix. C'était de la survie. Si je demande à n'importe qui, est-ce que tu es capable de courir à 22-23 km/h ? Peut-être vous allez me dire, j'en suis incapable. Si je vous mets en pleine savane avec un lion derrière qui vous court après pour vous manger, 80% d'entre vous, vous allez être capable de courir à 22 km/h. Parce que c'est de la survie. Ok ? Et le propos de ce podcast, c'est de dire, est-ce qu'on est obligé de se mettre dans des situations où c'est une histoire de survie ? Ou est-ce qu'on ne peut pas réussir à enclencher une réflexion un petit peu plus tôt ? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir un cancer pour se préoccuper de qu'est-ce que je mange, je bois, comment je dors ? Est-ce qu'on est obligé de faire face à une situation comme j'ai vécu pour se dire est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que quand on nous demande dans la rue comment tu vas ? Quand je réponds ça va, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est moi qui me dis ouais ça va, il y a pire ? Il y a des petits Africains qui meurent de faim. Je répète souvent cet exemple. C'est pas parce qu'il y a des petits Africains qui meurent de faim, qui vivent pire, que nous, on doit continuer de vivre un truc médiocre. Par médiocre, je veux dire, qui est ok, ça va. La vie est peut-être pas faite pour vivre un truc où ça va. Je crois que la vie est faite pour vivre un truc où on se dit c'est extraordinaire, c'est génial. Comment j'ai pu ne pas vivre ça depuis le départ ? C'est le message que j'ai envie de porter à travers cette anecdote, cette histoire que je vous raconte. Moi, j'ai dû attendre. J'ai pas réussi à faire autrement que d'attendre le point de non-retour, mais on n'est pas obligé d'attendre le point de non-retour. Donc, si ce contenu ne crée et ne fait germer une graine que dans la tête d'un seul ou d'une seule d'entre vous de « et si j'attendais pas ce moment-là ?» Peut-être vous avez des enfants, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre ce moment-là pour vos enfants. Peut-être vous avez un partenaire de vie, une partenaire peut-être juste entre vous et vous-même, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre ce moment-là. Et il y a peut-être moyen de commencer un travail avant. Ok, donc j'espère que cette histoire et je suis sûr si vous avez à me partager, pour ceux qui me regardent sur YouTube, des histoires que vous avez peut-être vécues similaires, je pense que ce serait extrêmement intéressant que vous le notiez sous cette vidéo pour qu'on se rende tous compte des histoires que chacun d'entre nous a vécues, parce que je suis absolument pas un cas isolé, je le sais, j'ai déjà entendu pas mal d'autres histoires de confrères, consoeurs, d'anciens collègues à moi. Je trouve ça dommage, et ce que je trouve encore plus dommage, c'est de rester dans un système dans lequel on ne se sent pas exactement à sa place. Alors, si vous êtes en phase de faire germer cette idée de j'ai peut-être envie de faire autre chose et que la graine du business en ligne est déjà là depuis quelques temps, je vais vous mettre en description un lien pour ceux qui me regardent sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, vous pourrez aller sur YouTube pour découvrir ce lien. La vidéo aura le même titre exactement que ce que vous voyez dans le podcast. Ce lien va vous renvoyer vers une vidéo spécifique qui va vous aider, si vous êtes soignant, à trouver le business en ligne que vous aurez envie de lancer, en tout cas qui pourrait fonctionner pour vous. Les soignants, vous êtes quand même des cas de figure un petit peu particuliers, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire, donc cette vidéo va être absolument passionnante pour vous si vous êtes dans cette phase de j'ai envie que les choses changent. Sur ce,
J'espère que ce contenu vous a aidé. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Si vous êtes sur la chaîne de podcast et que vous m'écoutez, alors pareil, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, peu importe. Abonnez-vous à la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Bonne journée à tous.